Vous avez entendu ce qu'il a dit? La fête est finie. Allez, vite ton sac, gamin. Qu'est-ce que tu sais à propos de ce bouquin? D'abord, je veux savoir comment tu l'as eu, à quel endroit et à quel moment. Hello Fred. Bonjour. Eh ben merci à toi pour venir vider ta stack sur cet épisode de TechSource. Donc le principe de l'émission, je le rappelle, j'invite des personnes qui mettent la tech sur écoute, qui sont en veille et qui viennent nous partager leur stack, vider leur sac de sources et de ressources sur les sujets sur lesquels ils sont en veille. Fred, je te fais un petit vrai ou faux. Ça, c'est un bon moyen de tout de suite, pour les auditeurs, te connaître. Allons-y. Allez, vrai ou faux, ça fait plus de 25 ans que tu es sur le web. C'est vrai. Effectivement, l'anecdote que je sors toujours, c'est que j'ai reçu des soldes de tout compte en francs. Donc Ouais, c'est assez de dire bonne si preuve. ça remonte. Ah ouais, c'est la preuve parfaite, là. Vrai ou faux, tu es prof? Je donne des cours. Donne des cours. Techniquement, je suis intervenant, mais je ne suis pas prof titulaire. Ok. Je donne des cours dans un certain nombre d'écoles, effectivement. Vrai ou faux, tu écris tous tes articles avec ChatGPT, évidemment. C'est faux. Je mets un point d'honneur à tout écrire moi-même, même si ChatGPT et les intelligences artificielles génératives, elles peuvent rendre des services tout à fait intéressants, mais on en parlera après. Vrai ou faux, tu es l'un des pionniers et experts sur la transfo digitale en France. Alors, c'est compliqué de dire qui était le premier. En tout cas, oui, ça fait bien une dizaine d'années que je parle de transformation digitale, du moins que j'utilise ce terme. Sinon, ça fait 25 ans que je suis dans le numérique, donc dans l'absolu, ça fait 25 ans que je fais de la transformation numérique. Pas dur à voir passer des sujets. Effectivement. Tous les ans, il y a son sujet, quoi. Écoute, on va commencer par le gimmick de l'émission. Je vais te demander ce que tu as sur la home screen de ton téléphone. C'est quoi? C'est un iPhone, un Samsung? C'est un Google Pixel, donc je suis très Android. J'ai switché il y a 10 ans en fait, quand j'ai perdu mon câble USB pour recharger mon iPhone. D'accord, ah oui. Apple exigeait que je paye 25 € pour un câble USB, donc c'est non. Ça n'a pas trop changé sur ça, hein. C'est toujours aussi même cher. c'est de pire en pire. Ouais, Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ma page d'accueil? On va retrouver l'agenda, ça c'est essentiel pour gérer son quotidien. On va retrouver Twitter, LinkedIn, Instagram, donc qui sont des grandes plateformes sociales. J'ai Notion, un outil qui me sert à organiser mes idées. On utilise Notion. Après, voilà. J'ai Pocket qui me sert à enregistrer des articles. J'ai WhatsApp pour tout ce qui est messagerie. J'ai Spotify pour la musique. Voilà. J'ai également ChatGPT. Là, j'ai installé l'application pour pouvoir la tester. Ou sinon, j'ai les emails et les messages. Ok, donc c'est une page d'accueil assez épurée finalement. T'as pas d'autres pages d'accueil? T'es pas le type qui a 18 pages d'accueil? Enfin, 18 écrans plutôt? Non, après, tout est accessible facilement. Il suffit de faire une petite recherche. En fait, il y a des raccourcis pour y accéder. Donc non, c'est pas la peine d'avoir 5 pages d'accueil. J'en ai qu'une. Ouais, d'accord. Écoute, on va peut-être commencer par cette partie sources, ressources, outils. On creusera un peu plus tard dans l'épisode les sujets sur lesquels tu es en veille, que tu creuses. Mais disons que voilà, aujourd'hui, tu es quand même très présent sur les réseaux, sur Twitter notamment. Tu as un blog, tu fais des articles longue forme, comme on dit. Tu fais un travail quasi journalistique. Est-ce que tu peux nous donner un peu un aperçu? On peut commencer par exemple sur tes sources de lecture, des sources qui te façonnent un peu ta manière de penser. J'en ai beaucoup, des sources. Je pense que Allez, 1% sera déjà bien. Mon outil principal, c'est mon lecteur de flux RSS. Donc, en ce moment, j'utilise InnoReader. Il est plutôt bien, il est fiable. Il y a une version gratuite qui fait le job. Sur ce lecteur, je suis abonné à peu près à 250-300 flux. Waouh, ah oui. C'est beaucoup et ça représente dans les 2 à 3 heures de veille tous les jours. Depuis 25 ans. Waouh. En plus de ça, j'ai tout ce qui est source, on va dire, purement opportuniste. C'est ce que je peux trouver sur Twitter ou LinkedIn. Il y a des choses de temps en temps que je passe à côté. Maintenant, c'est quand même très aléatoire et il y a malheureusement de plus en plus de pollution.
peux pas considérer que Twitter ou LinkedIn soient des sources, on va dire, fiables pour quelqu'un qui veut professionnaliser sa veille. Il y a beaucoup d'échos dans ces réseaux, quoi. Les gens se répètent. Ah oui, on se répète beaucoup et beaucoup de pollution quand même, hein. Je le dis, voilà, des gestionnaires de patrimoine, des agents immobiliers, des vendeurs de solutions miracles, des coachs personnels. Voilà, c'est pas terrible. Ça a changé depuis Elon Musk, là. Tu vois, toi. Ça avait commencé avant. Ouais. Donc on voyait arriver une espèce de population qui était là très clairement pour aller chasser le chaland et qui n'était pas là pour partager, pour échanger. Que ce soit sur Twitter ou LinkedIn, hein, c'est pas récent. Oui, c'est la même chose. Ouais, sur LinkedIn. Pareil, voilà. Sinon, dans les autres sources, il y a un site qui est très pratique qui est techmeme.com. Techmeme.com. L'essentiel est là. Le tout étant d'être régulier, donc d'y aller 2-3 fois par jour, encore une fois, pour essayer de voir quels sont les sujets qui émergent vraiment. Techmeme, c'est ça ? Oui, tout à fait, techmeme.com. Il y a des livres que je peux lire également pour essayer d'avoir une vision un petit peu plus d'ensemble. Là, ce mois-ci, le livre que je suis en train de lire, c'est par le fondateur de DeepMind, qui s'appelle Mohamed Soleiman, qui a écrit The Coming Wave. C'est pas mal, c'est une vision stratosphérique, mais c'est bien aussi d'en avoir, voilà, de se sortir, si tu veux, de cette culture de l'immédiateté et d'essayer d'avoir un petit peu plus de recul par rapport à ces sujets. Sinon, c'est des rencontres que je peux faire dans les événements. Alors, c'est intéressant quand tu habites Paris, parce qu'il y a 2-3 événements par jour et par soir, donc il y a toujours la possibilité de rencontrer du monde. Voilà, c'est qui est aussi enrichissant. Ouais, cette veille physique, on n'en parle pas forcément, mais c'est depuis le retour post-confinement et à la vie normale, c'était un peu comme ça que la veille se faisait aussi avant. Complètement. Avant que la veille numérique ne soit industrialisée, effectivement, toutes ces rencontres physiques, c'est bien pour avoir des retours d'expérience, c'est bien pour avoir d'autres points de vue, pour avoir des anecdotes. Voilà, c'est intéressant pour ça. Et alors ça, c'est en termes de lecture. T'as des newsletters. Les newsletters que, bon, j'imagine que t'en as plein, elles sont pluguées dans InnoReader. Tu arrives à les mettre dans ton agrégateur ou tu les suis directement à partir de ta boîte mail ? Je les suis directement dans ma boîte mail. Honnêtement, j'en suis même pas une dizaine. Donc c'est un peu la tendance que j'ai en ce moment. Les gens n'en lisent plus beaucoup. Oui, parce que c'est pas la peine. Sinon, il y a beaucoup de redites, donc ça n'a aucun intérêt. Des newsletters tech, des newsletters... Oui, essentiellement. Il y a des analystes que je suis, des gens comme Benedict Evans, comme Ben Evans ou autres. Donc, c'est toujours les mêmes. Mais ils ont une vision qui est plutôt intéressante. Ça permet d'avoir un petit peu de recul et d'avoir surtout un point de vue qui est mesuré. C'est important la mesure parce qu'aujourd'hui, on a tendance à donner la parole à ceux qui font, en théorie, qui sont clivants. En pratique, ceux qui ont des choses à vendre. Donc, on a des points de vue qui sont un petit peu biaisés de ce côté-là, surtout dans la tech où on a toujours une innovation technologique à vendre. Donc, si on laisse parler les vendeurs, voilà, on a une vision qui n'est pas tout à fait réaliste de quel est l'intérêt de l'innovation technologique, qu'est-ce qu'on peut faire avec, quels sont les usages et les adoptions réelles. Non mais tout peut pas se résumer en 140 caractères et puis c'est vrai que quand tu prends les flux, les gens sont très clivants, très vendeurs comme tu dis. Et les gens qui prennent le temps de faire le pour, le contre, de citer les sources, ne serait-ce que de citer les sources, c'est quand même rare de trouver des gens qui font ça. Et d'avoir un avis mesuré et pas nécessairement, pour parler de blockchain, on va interviewer un entrepreneur de la blockchain qui a une start-up à vendre. Forcément, le gars sera hyper enthousiaste. Et pareil pour le Web3, et pareil pour l'intelligence artificielle, cette année. Donc c'est un biais énorme en fait. Complètement. Tu es en train de me faire prendre conscience que la majorité des magazines que je lis interviewent des gens qui sont complètement biaisés en fait. Ah bah oui, on interviewe ceux qui ont des choses à dire, et généralement ceux qui ont des choses à dire ont surtout des choses à vendre. Donc voilà. En termes de sources logicielles, software, donc on a parlé d'InnoReader un peu, mais qu'est-ce que tu as dans ta stack de ce côté-là ? De tout ce que je peux lire à droite et à gauche, en fait, j'ai plusieurs outils qui m'aident à structurer ma veille. Déjà, l'agrégateur de liens qui est Pinboard. C'est un service qui doit coûter $5 par mois. C'est très rustique, mais parfaitement efficace. D'accord. Donc ça me permet d'avoir une collection d'à peu près, je crois que je dois être à 100 000 liens ou un truc comme ça. Et du coup, InnoReader, ça s'intègre comment ?
Ça ne s'intègre pas en fait. InnoReader, il me permet de suivre Les RSS, ouais. voilà, les flux RSS. Quand il y a des articles intéressants, je les ouvre et je les lis. Et quand ils sont vraiment intéressants, je les sauvegarde dans mon agrégateur de liens. Ah oui, d'accord. Voilà. Et après ça, si vraiment on est sur des articles avec du fond, là, effectivement, je peux les sauvegarder dans des lecteurs d'articles, des applis comme Pocket, par exemple, qu'on retrouve aussi bien sur le web que sur Android ou iPhone. Voilà. Dès que tu as un petit peu de transport en commun, voilà, ça permet de pouvoir lire un article en le nettoyant de tout ce qu'il peut y avoir à droite et à gauche sur une page web classique aujourd'hui. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu le fais en 3 temps. Et qu'en général, les gens qui viennent ici ou avec qui je parle, même moi, on le fait en 2 temps. Il y a un endroit pour le bordel, et puis il y a un autre endroit pour lire les choses. Et là, toi, tu as 3 tamis, quoi. Ah ouais, 3 temps, même 4, même 5 temps, parce qu'il y a Ouais. InnoReader, par exemple, pour surveiller l'actualité à travers les flux RSS. Mhm. Il y a Pinboard pour, on va dire, sauvegarder des liens. Il y a Pocket pour prendre le temps de lire un article du début jusqu'à la fin. Et c'est un exercice qui est très compliqué. Voilà pourquoi il faut une application dédiée. Sinon, c'est vraiment beaucoup d'énergie pour arriver à se concentrer. Après ça, il y a l'organisation des idées. Donc, pour ça, j'utilise Notion, qui est quand même très bien foutu, à la fois dans sa version web et dans sa version mobile. Mhm. Et une fois que mes idées sont remises en forme, je les publie à travers mon blog qui est sous WordPress. Donc là, on est Ouais. sur 5 temps. Ouais, t'es sur 5 temps, ouais. La lecture, la sauvegarde, l'analyse, la structuration et la rédaction. Ouais, puis alors les deux temps finaux, là, en plus, c'est probablement parce que toi, tu es un créateur de contenu. Donc tu Oui. dois ajouter un niveau d'exigence supplémentaire. Oui. C'est quoi tes abonnements payants? Ça, j'aime bien savoir. Par rapport enfin, des abonnements, par rapport à toutes les applis que tu utilises, t'en as ou t'as des abonnements premium, j'imagine. Il n'y a que 2 sources que je paye en fait. C'est 2 newsletters, hein, c'est D'accord. Ben Evans et Ben Thompson. Ouais. Ouais, je crois que c'est $10 par mois chacune. Et ouais. C'est cher payé. C'est cher payé. Ouais. C'est cher Ouais. payé parce qu'on a un point de vue qui est essentiellement américain. Il y a 5 ans ou plus, c'était pas grave, puisque les Américains faisaient le web. Oui. Aujourd'hui, on a une régulation de plus en plus présente de la part de l'Union européenne qui fait que leur discours ou leur point de vue, avec le temps, est de moins en moins pertinent. Ouais. Quand tu as un Ben Thompson qui, toutes les semaines, publie un article, par exemple, sur l'analyse de l'évolution des médias américains, où en est Disney, où en est ESPN, et ainsi de suite, c'est pas pertinent pour nous, les Européens, et encore moins pour nous, les Français. Quand tu as, encore une fois, le même qui, en long, en large et en travers, analyse ce que font les organes de régulation aux États-Unis, ou le combat entre les États-Unis et la Chine pour pouvoir produire des puces, c'est pas pertinent pour les Européens et encore moins pour les Français. Donc, c'est très auto-centré. Ouais. C'est très auto-centré, et puis surtout, c'est une vision du monde qui est très, très, très impérialiste, comme le sont les Américains. J'ai eu ça, cette espèce de biais US sur des tendances qui ont émergé il y a 3 à 4 ans, là, entre le growth hacking, enfin, pas le growth hacking, c'est plus vieux, mais tu vois, la creator economy. À un moment donné, si tu lisais que les sources ricaines, c'est ce que tu dis, tu étais obligé, c'était le début. Donc, comme ça venait de là-bas, tu étais obligé. Oui, voilà, il n'y avait que ça. Si on voulait un minimum de diversité et des gens sérieux et compétents, il se trouve qu'avec le temps et les régulations et les particularités culturelles, aujourd'hui, plus on avance dans le temps, plus on s'éloigne de ce que font les Américains. Mais c'est ça. Ouais, maintenant, on a des modèles propres, alternatifs, européens, voire français. Et donc, il s'agit de déconnecter un peu des sources US parfois, qui effectivement, elles, pour le coup, elles ne s'intéressent pas vraiment aux autres écosystèmes. Oui, et puis pour eux, l'Europe, c'est l'Angleterre. Donc, c'est dire s'ils sont loin, très très loin. Est-ce que tu as des personnes, des people to follow que tu recommanderais, enfin des gens que tu aimes bien sur Twitter suivre, c'est agréable, dans ta veille, tu les vois passer, Là, je ne saurais pas répondre, honnêtement, parce que tu as 1000 personnes que tu suis dans ton flux. J'en ai un certain nombre que je suis, puis ça dépend de leurs humeurs, ça dépend de ce qu'ils vont faire. Twitter est devenu une plateforme compliquée. Qui peut faire fuir les plus intéressants. Donc non, là-dessus, je ne saurais pas recommander.
Sur Twitter, tu n'as pas la version premium ou... Si, 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 tu l'as prise, hein. Je l'ai très naïvement, je l'ai prise en me disant comme ça, je pourrais supprimer les publicités, ce qui n'est pas le cas. La pression publicitaire, elle a augmenté quand même sur Twitter, Ouais, donc ouais. c'est une gêne. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est la possibilité d'éditer les tweets. Donc, Ouais. tu as 5 minutes pour éditer un tweet et il y a toujours une petite faute qui se glisse, ou alors tu te dis « Ah non, je vais utiliser un mot à la place d'un autre ». Ça, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Sinon, à un moment donné, il va falloir qu'on parle d'intelligence artificielle, donc allons-y, faisons-le tout de suite. J'ai un abonnement premium pour ChatGPT. Mhm. ChatGPT, il est puissant, je le reconnais. Il y a une courbe d'apprentissage qui n'est pas négligeable, donc il faut passer un minimum de temps pour rédiger des prompts qui soient suffisamment précis, pour comprendre la façon dont l'IA va dialoguer avec toi avant qu'il te sorte quelque chose d'intéressant. De ce point de vue-là, ça peut permettre de gagner du temps sur l'analyse d'un marché ou d'une tendance auquel tu es complètement étranger. Voilà. Si demain, j'ai un nouveau client qui vient de, je ne sais pas moi, l'agriculture ou autre, tiens, mince, il faut que je me mette il faut que je me remette au jus, par où je commence, je vais poser la question à ChatGPT et on va voir ce qu'il me sort. Ouais, c'est une bonne machine d'insight, quoi. C'est tout à fait une bonne machine d'insight, d'autant plus que maintenant, dans la version premium, donc le ChatGPT+, il est couplé à Bing. Tu peux spécifiquement lui demander « Utilise Bing pour recharger l'actualité ». Sinon, on a Bard également, le chatbot de Google, qui est bon. Ouais, je l'utilise pas trop, mais il paraît qu'il est pas mal. Ouais. Ah ouais, il est pas mal et il est gratuit, donc ça peut permettre de sortir des choses tout à fait intéressantes. Donc, pour la recherche d'insight, ou du moins pour essayer mettre le pied à l'étrier sur, voilà, j'ai besoin de monter en puissance sur un sujet ou autre, ça permet d'avoir des choses intéressantes, même s'il faut toujours vérifier parce qu'il invente. C'est une réalité. Et en plus, il invente avec un aplomb et une autorité qui peut parfois te faire douter en disant « Mais non, mais il sait, c'est moi qui déconne. » Mais non, en fait, il sait rien du tout. Voilà, c'est juste une grosse calculatrice qui fait des calculs statistiques et qui génère les mots les uns à la suite des autres. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, on a sur la côté génération d'insight, effectivement, ça peut être intéressant, mettre le pied à l'étrier. Et aussi, quand tu as beaucoup de fichiers PDF à lire, tu lui envoies tes PDF, il en fait des synthèses. Franchement, c'est pas mal. Ouais. Avec le plugin. Ouais, avec les bons plugins. Bon plugin, c'est vrai que c'est dingue. Ça dépote. Ouais, ça dépote. Ouais. J'ai encore testé hier. Et alors, je le faisais, moi, pas dans le but d'une analyse de document, mais je voulais qu'il puisse m'extraire du document une liste d'items et me la remettre en forme. Je pense que c'est beaucoup utilisé, la remise en forme de ChatGPT, à mon avis, est pas mal utilisé pour ça. Oui, parce que c'est ce pourquoi il est bon. En gros, l'intelligence artificielle, d'un côté, on a les IA discriminatives qui manient les chiffres. Donc, de ce côté-là, toutes les analyses prédictives et ainsi de suite, ces IA font ça très bien. Et de l'autre, on a les IA génératives qui manient des contenus plutôt textuels ou visuels. Et là aussi, ils le font très bien. Donc, sur des contenus textuels, c'est vraiment de très bonne facture. Sur les contenus visuels, on y arrive petit à petit. Tu as un abonnement sur les générés visuels un peu ou pas du tout sur Midjourney? Parce que je suis étranger à tout ce qui est culture graphique, art graphique et autres. C'est vraiment pas mon domaine, donc je préfère pas dedans. Tu n'as pas pris de... j'ai testé là tout à l'heure Adobe Firefly. Ouais. J'ai vu un petit tweet, je ne sais pas si tu l'as vu passer celui-là, où tu peux modifier le background d'une vidéo. Et donc... c'est une fille qui marche vers un lac et puis tu peux modifier le fond et le fond a été modifié en château hanté ou château merveilleux. Je pensais que c'était une photo et en fait non, c'est une vidéo. Enfin, je suis à chaque fois bluffé. Oui, mais tout ça existait avant. On a tendance à l'oublier. On pense que c'est ChatGPT qui a tout inventé, mais il y a 20 ans, avec Adobe, je participais à leur conférence annuelle qui s'appelle Max. Déjà, il y a 20 ans, il y avait de la retouche d'image avec du... awareness fill, donc remplir une partie de la photo avec en s'inspirant des contenus adjacents, les background removal, ce genre de choses. Tout ça, ça existait avant. Ça, simplement, c'est vrai. Ça coûtait et c'était long. Oui. Aujourd'hui, ils ont perfectionné et ils ont rendu beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple. Mais tout ça, ça existait avant. On n'a pas attendu ChatGPT ou autre pour pouvoir faire ça. Non, ça existait, sauf que ça processait pendant 3 heures. Quoi. Oui. Le background remover... Tout à fait. Il y avait le lasso aussi.
Ouais. le lasso intelligent qui détourait. Ça aussi, c'est un peu de l'IA. J'imagine qu'il y a un petit peu d'IA là-dedans, quoi, pour détourer. L'intelligence artificielle, ça veut tout et rien dire. Donc, Ouais. oui, oui. Mais oui, c'est effectivement, il y a des domaines d'application qui sont pas récents. Alors toi, ça fait 20-25 ans que tu surveilles tout ça. Il y a des sujets du moment que tu surveilles parce qu'il faut les surveiller. Tu as des sujets un peu d'investissement sur lesquels tu passes du temps parce que tu penses qu'ils seront là encore dans plusieurs années. Alors, on va peut-être commencer sur les sujets, je dirais, éphémères, ceux que tu surveilles parce qu'ils sont là et que c'est le gimmick de l'année. Sont lesquels d'ailleurs? Donc on parle d'IA, mais il y a peut-être d'autres sujets. Oh oui, on peut en lister 4. Allez, on va pas parler de sujets éphémères, mais on va parler de sujets chauds, donc Ouais. avec une fenêtre de réalisation qui est sur les 2 à 3 ans. On a dû parler de métavers. Mhm. Le métavers aujourd'hui, tout le monde trouve ça ringard. C'est surprenant parce qu'il y a un an, c'était l'avenir. On ne savait pas comment on allait faire sans. Ça reste un sujet complexe, mais plutôt que de parler de métavers, je préfère parler de jeux en ligne. Quand vous Ok. dites métavers, on dit Ouais. « ah, je sais pas ». Quand vous dites Minecraft, ah, effectivement, la semaine dernière, on a vu qu'il y avait 300 millions de copies de Minecraft qui avaient été vendues, qu'ils sont toujours à 180 millions d'utilisateurs actifs, 220 millions pour Fortnite. Là, tout de suite, on comprend mieux. On dit, ah d'accord, donc le métavers, en fait, c'est du jeu en ligne. En fait, c'est là où on passe un petit peu de temps libre tous les jours. Et c'est ça. Ouais. Donc là, c'est un sujet qu'il ne faut pas lâcher parce que moi, je crois beaucoup aux jeux vidéo et à toute l'industrie qu'il y a derrière qui est extrêmement puissante. C'est intéressant parce que toi, le point de vue du métavers, tu l'enfermes pas juste dans la blockchain. Toi, c'est non, le chapeau pour toi, c'est plus jeu Ah, la vidéo. blockchain, c'est adjacent. Ah oui, non. Ah ouais. Ah tiens, alors moi, j'interprétais Métavers, vachement. c'est environnement immersif. Ok. D'accord, et Avatar. Donc là, encore une fois, pense à Minecraft, pense à Fortnite. Voilà, aujourd'hui, les ados, ils traînent plus devant le lycée ou au café du coin. Voilà, quand ils rentrent, ils vont chez eux, ils se mettent dans Minecraft et ils prolongent les discussions qu'ils ont eues dans la journée. Ils essayent différentes tenues pour leur avatar. Voilà, ils sont dans le Mais c'est hyper intéressant parce que moi, du coup, j'ai digué plutôt métavers, côté Roblox, côté Sandbox, tout ça. Roblox, c'est la même chose. Roblox, Ouais. il est entre Fortnite et Minecraft. Voilà, Mais il y a cette partie il vient blockchain toucher quand à même droite qui et est. je ne crois pas dans Roblox. Ah, pas dans Roblox. Ouais. Non, ou alors c'est adjacent. Comme dans Minecraft, ils ont essayé Ouais. d'introduire un peu des NFT, des choses comme ça, mais ils se sont fait jarter. Ah ouais. Donc le premier sujet, on va dire chaud, c'est le métavers. Ouais. Aujourd'hui, on pense que c'est ringard, mais il est encore là. On a un deuxième sujet qui est le Web3. Ouais. Donc, rebelote. Il y a 2 ans, c'était évident que le Web3 était l'avenir du web et comment est-ce qu'on pouvait ne pas être persuadé que le Web3, la blockchain, tout ça, les cryptos, c'était l'avenir. Bon, entre-temps, les crypto-monnaies sont effondrées. Ah, cette semaine, ça va un petit peu mieux, donc finalement, on se réintéresse à nouveau au sujet. C'est pas quelque chose qu'il faut écarter en fonction du cours du Bitcoin. Oui. Le Web3, c'est un domaine qui est vraiment vaste. C'est l'idée d'avoir un web décentralisé, donc par opposition au web 2.0 qui est le web des grandes plateformes, plateformes sociales ou plateformes marchandes. On a une réflexion tout à fait intéressante à tirer derrière tout ça. Donc, ça ne concerne pas tous les internautes, d'accord? C'est une minorité d'internautes, vraiment les internautes les plus engagés, ceux qui veulent et qui rêvent d'un web différent. Ce Web 3, pour moi, il est pas mort. La blockchain, elle est toujours d'actualité. Surtout, déjà, c'est pas la blockchain, c'est les blockchains, parce qu'il y en a un certain nombre et elles fonctionnent toutes différemment. Et elles continuent d'évoluer avec le temps. Donc, c'est tout à fait pertinent de prolonger, on va dire, la veille autour de ces sujets-là. Ouais, puis il y a des sujets dans le Web3 qui persistent, comme enfin, moi, je regarde bien tout ce qui est DAO. Qui est un sujet qui n'avait pas disparu. Autant, les NFT ont eu leur temps, mais... C'est très dommage qu'on ait beaucoup plus parlé des NFT que des DAO, qui pourraient être l'évolution des entreprises, des SARL ou des associations. Je te rappelle que association de loi 1901, c'est parce que c'est une entité juridique qui date littéralement de 1901. Ouais. Putain, on est en 2023, on peut pas éventuellement réfléchir à faire évoluer ça? C'est fou quand même. Et sur les DAO, j'avais enregistré un épisode avec Jules Choix, qui est plus étudiant, mais qui était très, très actif dans la sphère étudiante crypto, et qui est venu nous parler des DAO. Et c'est là où, voilà, c'est un peu ce que tu disais, quoi. C'est des modèles
les modèles associatifs d'entreprise, société à responsabilité limitée, tout ça, ces notions c'est vieux quand même. Carrément, et puis surtout, ça ne correspond plus à la réalité de où est-ce qu'on en est là en 2023 dans notre société, dans l'économie. Ouais. Il y a la démocratie qui est pas loin comme sujet. Ah, la démocratie, elle a mal. Ouais. Elle a mal, donc peut-être qu'effectivement, on peut réfléchir à des espèces de communautés autonomes Ouais. ou auto-organisées, Participative. tout ça. On peut, c'est pas interdit. Je veux dire, c'est pas être un illuminé que de se dire, aujourd'hui, la démocratie, elle va mal, l'économie va mal. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de s'enliser avec la Ve République, avec les associations de loi 1901 ou avec les SARL ou les sociétés anonymes, ou est-ce qu'éventuellement on rêve à mieux? Voilà. C'est là où les DAO, le Web3 sont intéressants. Pour toutes ces raisons, il faut surveiller le sujet, quoi, en gros. Complètement. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Donc ça, c'est le second sujet. Le troisième, c'est la réalité mixte. Ça fait 20 ans, même 30 ans qu'on parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Ouais. Là, les choses ont pris une autre tournure depuis l'annonce d'Apple de lancer l'an prochain son masque, le Vision Pro. On verra. On verra où tout ça va parce que j'ai fait mes comptes. 4 000 € un masque, c'est beaucoup. D'accord? D'autant plus qu'il faut là, cette année, payer 1 500 pour avoir l'iPhone 15 et l'an prochain, 4 000 pour avoir le Vision Pro. Ça concerne une infime minorité de la population, même pas 0,1%. Mais c'est un signal qui est plutôt intéressant pour relancer l'intérêt autour de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Oui, mettre une pièce dans le jackbox, quoi. Exactement. Alors là, c'est quoi alors, il y en a une de différence, mais l'overlap ou la complémentarité entre les métavers et réalité mixte, c'est deux sujets que tu distingues? Oui. Okay. Métavers, ce sont les environnements immersifs. On peut tout à fait avoir quelque chose d'immersif et en 3D sur son smartphone ou une console de jeu ou un ordinateur. Si on veut quelque chose d'encore plus immersif, on a à disposition la réalité virtuelle ou la réalité mixte, mais ça rajoute une difficulté supplémentaire. Oui. Donc voilà, là on en est au tout début de commencer à avoir des jeux de réalité virtuelle qui sont d'excellente facture. On le voit notamment avec le nouveau Assassin's Creed Nexus qui est en réalité virtuelle, qui est la première super production de jeux en réalité virtuelle. Avant, on avait des jeux qui étaient très très bons, des Beat Saber, ce genre de choses, mais c'était des petits jeux, c'est des casual games, c'est pas des super productions. Donc là, on en est qu'au tout début de ce qu'on peut faire. Half-Life Alyx, c'est très très bon. Oui, tout à fait, je l'ai oublié, celui-là, j'ai oublié de le mentionner. Mais il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Il y en a très peu. Il y en a très très peu. Donc le troisième sujet, c'est la réalité mixte. Et le quatrième sujet, je ne sais pas si on en a déjà parlé, c'est l'intelligence artificielle, tout ça, les modèles génératifs. Je ne crois pas beaucoup. Tu connais ChatGPT? Bon, on en a beaucoup parlé. Effectivement, peut-être beaucoup de trop. À nouveau, l'histoire se répète. Nous avons toute une industrie qui est incapable d'apprendre de ses erreurs et qui, à nouveau, se précipite tête baissée dans ce qui nous est présenté comme l'innovation disruptive du siècle, voire de la décennie. Ça n'est qu'une étape de plus d'une longue série d'innovations qui déroule depuis 80 ans autour de l'intelligence artificielle. Donc, calmons-nous. Il y a un potentiel, oui, mais il faut le réexpliquer. Il faut surtout expliquer les contraintes qui vont derrière et les conditions du succès. Alors pour toi, on a découvert le feu, donc on est là, ça brûle, on va faire plein de choses, et bon, ok, mais ça reste un élément parmi d'autres. Disons que l'analogie est, avec le feu, un peu prétentieuse. Non, parce que le feu, c'est binaire, c'est soit ça brûle, soit ça brûle pas, on peut chauffer entre les deux. Là, véritablement, on se dit avec ChatGPT, oh là là, l'intelligence artificielle, c'est l'avenir. Non, c'est le passé. Ça fait 40 ans qu'on utilise l'intelligence artificielle, simplement, voilà, c'est arrivé dans les mains de Tata et Simone. Oui, complètement. Avant, on s'en servait pour faire de la reconnaissance optique, notamment pour les chèques. Depuis les années 80, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel de Bretagne, ils font ça, ils lisent les chèques. Comme ça, voilà, pour faire du yield management, donc adapter en temps réel le prix des billets de train depuis les années 90. Donc ça fait très longtemps qu'on utilise l'intelligence artificielle et le machine learning. Simplement, le grand public ne le savait pas. Là, depuis peu, on a mis entre les mains du grand public un outil extrêmement puissant qui est ChatGPT et waouh, c'est l'émerveillement. Donc IA, métavers, réalité mixte, Web3.
Oui, ça nous fait les 4 grands sujets chauds du moment. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle et modèles génératifs, le métavers, la réalité mixte et le Web3. Alors là, j'en ai un autre en plus. Je ne suis pas sûr que tu le suives. Tu vas me dire si tu le suis ou pas, mais c'est tout ce qui est quantum. Ah, l'informatique quantique? Ouais. Ça n'existe pas. Ok. Ou pas encore, oui. Même pas. En dehors des laboratoires de recherche, donc on peut considérer que ça n'existe pas. Ouais. C'est comme si tu me disais la 6G. D'accord, ok. Ouais. La 6G n'a aucune réalité technique ou économique. Elle existe dans les laboratoires de recherche, mais sinon, en dehors des labos de recherche... IBM, ils ont un... Oui, ou chez Huawei, ou chez Ericsson, ou autre, mais sinon, ça n'existe pas, donc n'en parlons pas. Ouais, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Est-ce que tu sais ce qu'il faut pour faire un ordinateur quantique? Non. Il faut des qubits, donc ce n'est pas des bits 0 ou 1, soit le courant passe, soit le courant passe pas. Les qubits, en fait, ça repose sur le principe de superposition quantique. Soit le courant passe, soit il passe pas, soit ni l'un ni l'autre, soit les deux en même temps. Mais pour pouvoir stabiliser un qubit, il faut le refroidir à, il me semble, c'est moins 150 degrés. Et il faut tout un tas de conditions de pression atmosphérique et ainsi de suite, d'électricité statique, qui fait qu'un qubit, on ne sait le stabiliser que 1 à 2 secondes. C'est pour ça qu'il y a un système de refroidissement. C'est pour stabiliser le passage d'un état à un autre. Une machinerie énorme. Et quand on te dit « l'informatique quantique, c'est le futur », parce que regardez, en 1 seconde, il a réussi à faire un calcul qui prendrait de... oui, effectivement. Et c'est pas un hasard s'il l'a fait en 1 seconde, c'est parce qu'au-delà, l'ordinateur n'est plus fiable. Oui. Donc vraiment, l'informatique quantique, c'est un domaine de recherche qui est tout à fait intéressant pour les quelques laboratoires de recherche qui existent dans le monde, mais ça n'a aucune réalité opérationnelle. D'accord. Alors ça, c'est des sujets chauds, mais tu as des sujets un peu plus qui s'installent un peu plus dans la durée, sur lesquels tu crois, tu penses qu'ils vont rester là dans les 5-10 prochaines années C'est évident. Il y a des sujets que je suis depuis 25 ans, notamment tout ce qui est e-marketing. On a 25 ans d'évolution derrière nous sur les pratiques d'emailing, de publicité, de tout ce que tu veux, de newsletter. Aujourd'hui, on a un très gros sujet qui est le blocage des identifiants publicitaires, pour lequel, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de solution. Donc voilà, au 1er janvier, Google Chrome va bloquer les cookies tiers. Ils nous ont apporté un début de solution, mais on ne sait pas trop où ça va aller. On va être réinondé de pop-up partout? Disons qu'on ne va plus être capable de reconnaître soit un internaute, parce qu'on va bloquer les cookies tiers, soit un mobinaute, parce qu'on va bloquer les mobile ID, donc soit sur iPhone, soit sur Android, et ça, c'est très, très, très préoccupant. Donc la preuve que le e-marketing, ce n'est pas un sujet qui s'est, on va dire, épuisé, bien au contraire. On a un autre sujet qui est le commerce en ligne. Là, c'est pareil, on est sur 25 ans d'évolution de commerce en ligne, avec aujourd'hui des pratiques de pointe comme le direct-to-consumer. Direct-to-consumer, c'est pas simplement j'ouvre une boutique en ligne, voilà, je vais installer Magento et puis je vais ouvrir ma boutique en ligne. C'est des pratiques qui sont beaucoup plus profondes puisqu'on va tout internaliser depuis l'acquisition de trafic jusqu'au service après-vente et à la fidélisation. On a aussi tout ce qui tourne autour du social shopping, donc notamment le live commerce et autres sur les plateformes sociales. Ça, c'est un domaine qui évolue très rapidement. Là où sont un peu les influenceurs Complètement. Les influenceurs, après, influenceur est un terme galvaudé, mais on va dire les créateurs qui veulent en vivre. On a d'autres sujets de fond comme les régulations. Donc, aujourd'hui, on a vu le RGPD, le Digital Service Act est en train de se mettre en place. Il va y avoir le Digital Market Act, une nouvelle version de la directive e-privacy. On a eu également MiCA, donc la régulation des crypto-assets. On va avoir le DAC8. Ça, c'est un sujet à suivre. À partir du moment où tu es un internaute européen et un professionnel européen, c'est important parce que c'est ce qui va driver tout le marché. Et moi, je ne croyais pas beaucoup encore pas si longtemps, au pouvoir des institutions pour pouvoir réguler des choses qui finalement sont dans les mains de géants. Et finalement, là, avec la loi sur les influenceurs, entre autres. Ça a calmé tout le monde. Ça a calmé tout le monde parce qu'il y avait des dérives, il fallait que ça s'arrête. Et effectivement, ça se fait arrêter. Et après ça, Thierry Breton en force, voilà, on est content de l'avoir. Voilà, à Bruxelles, il fait du très bon travail. Et effectivement, là, les premières amendes commencent à tomber. On prend l'Europe beaucoup plus au sérieux. Enfin, du moins, l'Union européenne, l'institution. Donc e-marketing, commerce, les régulations. Il y a également le sujet de la sobriété numérique.
qui ne va pas s'en aller parce qu'on a un problème on va dire, de sobriété énergétique à résoudre. Donc aujourd'hui, on utilise les outils numériques de façon complètement éhontée et irresponsable. Oui. Peut-être qu'il va falloir s'intéresser à nos déchets numériques, donc les vieux smartphones, les ordinateurs. Peut-être qu'il va falloir s'intéresser à la bande passante qu'on consomme, à toutes ces pièces jointes qu'on met dans les emails et ainsi de suite. Donc là, il y a un vrai sujet autour du développement numérique durable. On commence seulement à en parler et à comprendre ce que c'est. Ouais. Donc là, il y a toute une pédagogie et toute une littérature à construire autour de ça. Et enfin, on a un dernier sujet de fond qui est celui de la transformation digitale, qui n'est ton pas sujet. du tout achevé. On peut considérer que c'est quelque chose qui est monté en puissance petit à petit, qui a connu une accélération avec le virus et les phases de confinement. Maintenant que l'économie est au tapis, qu'il y a une croissance nulle, cette transformation, elle est à l'arrêt parce que ce n'est pas la priorité des entreprises. Néanmoins, voilà, ça va reprendre, et pas que du côté des entreprises, ça va reprendre partout. Et là, le sujet qu'on est en train d'aborder, c'est celui de la civilisation numérique. Donc on tourne la page du XXe siècle et on se projette dans un XXIe siècle où le numérique est omniprésent. Simplement, on n'a pas le temps de s'en préoccuper ou même d'en prendre conscience. Et c'est bien dommage. Toi, tu dis que la transfo, là, elle est un peu au point mort parce que la croissance, pas terrible. Malgré tout, pour les entreprises qui s'y mettent, aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu? C'est IA génératif, c'est ça? Il faut regarder ces sujets-là pour elles? L'enjeu, c'est relancer la dynamique de transformation numérique. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, avec le confinement, tout le monde s'est mis à faire du commerce en ligne, notamment avec le click and collect, et tout le monde s'est mis à faire du télétravail avec les visios et ainsi de suite. En se disant, hop, c'est fait, j'ai fait ma transpo, ma transformation digitale, je suis tranquille. Non, on n'est pas tranquille. Ouais. Parce que le commerce en ligne n'est pas rentable, sauf s'il est internalisé. Ça s'appelle le direct to consumer et ça demande beaucoup de compétences. Ah oui, s'ils internalisent le store, quoi. Voilà, sinon ça n'est pas rentable, on le sait. Et on a côté interne également tout ce qui est télétravail et collaboration en ligne qui aujourd'hui ne fonctionne pas parce qu'on essaye on va dire, on empile les emails, les fichiers, les réunions, les visios et ainsi de suite avec tout un tas d'outils, des Slack d'un côté, des notions de l'autre. Et tout ça fait un bordel monstre et on ne s'y retrouve pas. On a besoin de remettre à plat l'environnement numérique de travail pour pouvoir avancer sereinement. Ouais. Donc là, aujourd'hui, le souci des entreprises, petites ou grandes, c'est de relancer ce chantier de transformation, de structuration de l'activité autour des outils numériques avec à nouveau un petit peu d'ambition. Et le fait que le confinement soit passé par là, tout est remis à plat, quoi, en gros, dans la transfo. Moi, ce que je voyais, c'est qu'en 2019, l'enjeu, c'était quand même de passer sur Microsoft. C'était assurer sa survie. Voilà. Et là l'enjeu, c'est sur certains métiers, c'est pas de le perdre, ou en tout cas de faire en sorte que qu'on soit toujours dans la course. Notamment, je pense à la generative AI, qui rajoute une complexité supplémentaire dans l'upskilling, j'ai envie de dire, de tous ces... Tout à fait, oui, ça rajoute une complexité parce qu'il y a cette espèce de pression du marché où on essaie de nous faire croire que si il n'y a pas de chat GPT à tous les étages, dans 6 mois, vous pouvez mettre la clé sous la porte et vous êtes un gros ringard. Et voilà, c'est vrai que c'est la honte ultime. Alors que non, c'est un outil qui est puissant, complexe, qui peut faire beaucoup plus de mal que de bien. Il faut apprendre à l'utiliser. Mais avant ça, faire les choses dans le bon ordre. Comme par exemple, apprendre à se servir de l'email. Vous avez les 3/4 des salariés aujourd'hui qui ne savent pas se servir de leur email. Ils inondent tout le monde, ils font des reply all, ils ne savent pas trier, ils ne savent pas ranger. On ne peut pas leur en vouloir parce qu'on ne leur a jamais appris. Or, aujourd'hui, tout ce qu'on leur propose, c'est « Ah tiens, vous voulez faire un séminaire prompt engineering ?» Ouais, ok, ils disent oui pour ne pas avoir l'air bête, mais ce n'est pas de ça dont ils ont besoin. Ils ont besoin de réapprendre les bases. Un enjeu d'awareness avant de... complètement, complètement. C'est pas mal le coup de l'email, c'est vrai qu'il y a des soft skills numériques, quoi, en gros, à avoir. Oui, c'est des fondamentaux numériques. Les fondamentaux, oui, complètement. Qu'on n'a jamais appris finalement. Non, parce on les apprend sur le tas, quoi. Non, on ne les apprend pas sur le tas. C'est comme si vous me disiez, c'est comme si tu me disais, aujourd'hui, on a de plus en plus de business qui est fait avec la Chine. Oh, c'est bon, maintenant ils parlent chinois.
Non, c'est le mandarin, ça s'apprend. Enfin, on peut pas apprendre sur le tas. C'est pas vrai. Ou alors on apprend de travers. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc on va mal le parler, on va mal le comprendre, on va être extrêmement maladroit si on doit négocier avec des Chinois. C'est pas bon du tout. Il Ouais. faut faire un step back il faut et puis essayer de. impérativement faire les choses bien, sinon ça va être une catastrophe. Le numérique, c'est la même chose. Il faut repartir avec les fondamentaux du numérique, des usages, des technologies, et après, petit à petit, aller vers des choses un petit peu plus sophistiquées, jusqu'à le Web3, la blockchain ou les modèles génératifs. Ouais. Mais il y a quand même un certain nombre d'étapes à reprendre avant d'y arriver. Ouais, c'est hyper intéressant. Je ne suis pas sûr que toutes les entreprises s'engagent dans cet ordre-là, mais c'est vrai qu'il y a des bases, la sensibilisation, quoi. Alors après, on va finir cet épisode sur une partie, sur tes projets du moment, mais peut-être un peu, ceux sur lesquels tu creuses un peu plus que les autres. J'ai cru comprendre que tu étais un peu sur les sujets de tout ce qui est industrie 4.0. Au-delà de l'industrie 4.0, moi j'ai une obsession autour de la 4e révolution industrielle. Mm-hmm. Pour pouvoir bien l'apprécier, il faut prendre de la hauteur. Or, aujourd'hui, tout le marché nous force à nous focaliser sur la dernière innovation. Donc voilà, l'an dernier, c'était le métavers, l'année d'avant, c'était le Web3. Cette année, c'est les modèles génératifs. L'an prochain, ça sera la réalité mixte. Voilà, on nous force à nous mettre le nez dans le guidon, alors qu'au contraire, on devrait prendre un petit peu de hauteur pour pouvoir bien comprendre ce qui est en train d'arriver aux entreprises, mais également à la société en règle générale. C'est la 4e révolution industrielle. On est en plein dedans et il faut, on va dire, prendre toute la mesure de ce que ça implique pour essayer de bien faire les choses et pas simplement de dire bon bah ok, allez vas-y, on va envoyer 2 de nos gars en formation au prompt engineering et puis on sera bon. Non, on n'est pas bon du tout. Non, là on avance vers une nouvelle civilisation numérique. Il faut en prendre la mesure pour espérer se projeter convenablement dans le 21e siècle. Oui, donc toi, ta 4e révolution industrielle, elle est numérique, mais pas que. Et est-ce que t'englobes tous les sujets d'industrie 4.0 là-dedans? C'est-à-dire que ça va avec. L'industrie 4.0, c'est comment on revoit toute la chaîne industrielle grâce aux technologies numériques. Donc oui, ça vient dedans. Mais après, tu as un autre sujet qui rejoint finalement ce qu'on disait, qui est l'acculturation numérique. Ouais. Effectivement, le fait de dire, puisque on essaie de prendre un petit peu de hauteur avec l'appréhension du fait qu'on est en plein dans la 4e révolution industrielle, essayons de ne pas nous précipiter tête baissée dans, on va dire, la dernière innovation à la mode. Donc encore une fois, c'était le métavers l'an dernier, ChatGPT cette année, la réalité mixte l'an prochain, mais essayons plutôt de repartir des fondamentaux pour faire en sorte de développer une culture numérique dans les entreprises ou les organisations qui va permettre de faire évoluer les mentalités et d'avoir des collaborateurs qui sont un petit peu plus ouverts, un petit peu plus impliqués dans la transformation numérique. Donc si tu vois, je suis un manager qui écoute l'épisode ou je suis un C-level dans une entreprise, le message, c'est, je leur dis, écoutez, avant de vous jetez tête baissée dans ce que vous entendez sur la générative AI ou sur l'AI en général, pensez acculturation, pensez base, pensez que vous êtes en train de vivre et faire vivre à vos collaborateurs une révolution qui est aussi importante que la 3e, donc là, la 4e, et que il faut essayer de poser des briques simples, quoi. C'est ça que tu dis? Complètement, c'est prendre la mesure de cette 4e révolution industrielle, jusqu'où elle va, appréhender le fait que, jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas où on va, justement, donc on apprend au fur et à mesure, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas débrancher l'Internet, donc il faut reprendre de la base pour faire en sorte que tout le monde soit à l'aise avec ça, et qu'on ne traîne pas une dette numérique, comme c'est le cas aujourd'hui. On a des salariés qui sont en souffrance parce qu'on ne les a jamais bien formés à l'Internet, au web, donc ils masquent, ils subissent des petites moqueries à droite et à gauche, et voilà, ça ne les met pas à l'aise, et ils finissent par avoir une appréhension, voire détester cet Internet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 10% de techno-réfractaires en France, c'est parce que voilà, ils se méfient d'Internet, et puis ça les gonfle. Voilà, ils n'ont jamais pris le temps, ou on ne leur a jamais laissé l'opportunité de bien se former à ce que c'est qu'Internet, le web, les sites web, tout ça. Donc, ça les énerve, donc ils le rejettent.
Ouais. Non, c'est exactement, c'est exactement ce qu'on peut voir dans beaucoup dans beaucoup de cas, hein, ce rejet, qui est l'origine un peu de cette fracture. Enfin, l'origine, je sais pas, mais qui expliquerait la fracture numérique. Lançons le mot, la fracture numérique, Ouais, elle est là et elle est plus que, enfin, elle est plus large que jamais, d'autant plus que maintenant, voilà, il faut à nouveau se lancer dans cette histoire de ChatGPT, d'IA générative, et on va à nouveau élargir la fracture, puisque d'un côté, on a cette assertion que voilà, tout le monde doit être des prompt engineering, des prompt engineers, et alors que de l'autre, les 3/4 des salariés ne savent pas se servir de leur email. Donc voilà, calmons-nous et repartons de la base, parce que ça fait perdre beaucoup de temps et ça fait faire beaucoup d'erreurs ne pas savoir se servir de l'email. Écoute, ça va être le mot de la fin, Oui. Fred. Je te remercie. C'était vraiment passionnant, complet. Je vais mettre toutes tes sources bien triées, bien classées donc, dans les show notes de l'épisode. Et puis, je vous donne rendez-vous à tous pour un prochain épisode de TechSource. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour accéder aux sources de nos invités ainsi qu'aux transcriptions complètes et recevoir chaque nouvel épisode par email, alors une seule adresse, un seul chemin, rendez-vous sur techsource.io. En vous inscrivant gratuitement à la plateforme, vous débloquerez l'accès à toutes les ressources des épisodes de ce podcast. Enjoy!